Hop, ça y est, j'enregistre aussi sur l'ordi. Bonjour tout le monde, ici Nathalie Valentin de la page Je construis mon bonheur. Je suis hyper contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tevi Cohn, qui est life coach spécialisé sur les Coucou. relations toxiques. Et aujourd'hui, ensemble, on va vous parler du deuil du parent idéal. Je laisse d'abord Tevi se présenter et après, on va démarrer sur le sujet. Eh bien, super. Alors, attends, je partagerai du coup un petit peu plus Ah, tard. j'ai été trop vite. On en profite pour On faire va le trop petit vite, on va trop vite. partage. Ok, Ah, pardon. exactement, ouais. Bah, je le ferai à la fin du coup. Alors, bonjour à tous. Donc, oui, je m'appelle Tevi Cohn. Je suis coach en développement personnel et je suis spécialisée, oui, dans les relations toxiques et plus particulièrement dans les relations avec les parents qui ont des comportements toxiques. Donc, généralement, je prends souvent en charge des adultes qui ont été maltraités physiquement ou psychologiquement quand ils étaient enfants. Et souvent, il y a soit une peur parce qu'ils deviennent parents à leur tour et du coup, Mmh. ont assez peur de reproduire les schémas qu'ils ont vécus sur leurs enfants, et ce qui peut se comprendre. Soit ils viennent de sortir de l'emprise, ils sont dans leur appartement et ils se rendent compte que il y a plein de choses qu'ils ont vécues et qu'aujourd'hui ils savent pas trop faire avec toutes les expériences passées, tous les traumas dans l'enfance, toutes les choses qu'ils ont vécues. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce dont on va parler aujourd'hui, tout ce qu'ils doivent traverser en tant qu'adultes, adultes, indépendants qui travaille et qui est seul dans son appartement et qui doit voir ses parents une fois par semaine. Donc voilà. Ah, pardon, excuse-moi, je coupe le son sur Facebook parce que du coup, j'affiche le live pour pouvoir voir les questions. Oui. Euh, bah, du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, et Tévi, effectivement, donc, moi, je travaille beaucoup avec les enfants non désirés qui enfin, n'ont pas forcément été mal aimés de leurs parents Mmh. ou maltraités de leurs parents. Ça dépend, mais ça peut arriver aussi. Quoi qu'il en soit, on a, en tant qu'enfant non désiré, et même pour les autres personnes, hein, mais c'est vrai que moi, après, comme je suis sur le sujet des enfants non désirés, c'est ce dont je parle beaucoup. C'est vrai que parfois, on a pu vivre des choses avec nos parents, et on vit encore parfois des choses avec nos parents. Et puis, je sais pas, on a comme des reproches à leur faire, ou à se dire, mais ils m'ont pas aimé, ou ils m'ont peut-être pas aimé comme j'aurais voulu qu'ils m'aiment. Enfin, il y a plein de choses comme Mmh. ça, en fait. Et ça, c'est des choses qui sont revenues lors de du premier live qu'on avait fait avec Tevi, il y a déjà un mois ou deux, au sujet des parents toxiques. On avait évoqué ce deuil du Mmh. parent idéal. Et moi, je sais que c'est un sujet qui revient régulièrement aussi sur des conversations du groupe, où il y a des personnes qui en ont vraiment, je dirais, gros sur le cœur vis-à-vis de leurs parents, encore aujourd'hui, alors qu'ils ont parfois 50 ans. Enfin, c'est même plus une question d'âge, quoi. Mmh. Et donc, je me suis dit que ce serait un super sujet à aborder avec toi, Tévi, d'autant que pour préparer ce live, moi j'aime bien préparer les lives, et j'ai voulu aller un peu sur Google, chercher, faire une recherche deuil du parent idéal. J'ai franchement eu Mmh. très peu de réponses qui sont remontées, en tout cas qui étaient pertinentes. J'en ai eu peut-être deux ou trois, c'est tout. Mmh. J'étais étonnée qu'on parle quasiment pas de ce sujet sur Internet. Et donc du coup, j'ai pas pu trouver vraiment plus d'infos que ça. Et moi, ma première question pour toi, c'est du coup, en quoi ça consiste en fait de faire le deuil du parent idéal? Alors, le deuil du parent idéal, c'est un truc, donc on passe tous par cette étape dans notre vie. C'est le moment où on se rend compte que nos parents ne sont pas des surhommes ou des surfemmes, c'est pas des super-héros et que, ils tombent aussi malades, par exemple, ils peuvent avoir des maladies, ils peuvent, s'énerver pour rien, ils n'ont pas réponse à tout, enfin, c'est des êtres humains comme les autres et le truc, c'est que, normalement, c'est pas un problème de se rendre compte que nos parents ne sont pas des super-héros. C'est même parfois, juste une réalisation lambda, surtout quand on a eu des parents bienveillants. Bon, ça passe crème, hein, normalement. Mais quand on a eu des parents maltraitants, ou alors avec un comportement toxique, on a comme une double peine. C'est-à-dire que la première, c'est de se rendre compte que non seulement nos parents ne sont pas les parents aimants que l'on croyait avoir, mais en plus, on se rend compte que tout ce qu'ils ont fait et qui
était censé être de l'éducation bienveillante, comme avoir été puni, nous crier dessus, nous forcer à faire des choses, restreindre certaines choses ou ne pas nous prendre en compte nos émotions et nos sentiments, en plus de se rendre compte qu'ils étaient pas idéaux et ben, en plus, on se rend compte qu'on a quand même été, heu en plus, ils étaient, des bourreaux, quoi, ils ont été maltraitants, qu'ils ont été négligents, qu'il y a eu beaucoup de choses qu'ils ont fait sous couvert de, «C'est pour ton bien» et qui finalement n'étaient pas du tout pour notre bien et que ça nous a plus détruit qu'autre chose. Donc le deuil du parent idéal, c'est vraiment cette étape où on se rend compte que non seulement nos parents ne sont pas les parents aimants que l'on croyait, mais qu'en plus, c'est tout le contraire, quoi. Donc c'est assez compliqué comme étape à gérer. Ouais, OK, je vois ce que tu veux dire. Du coup, j'ai envie d'aborder les VEO. Tu en parles beaucoup Mmh. sur Instagram et TikTok. Donc les Ouais. violences éducatives ordinaires. Après, donc là, tu parles de Mmh mh. parents maltraitants. C'est vrai Mmh. qu'aujourd'hui, maintenant, on parle de plus en plus de parentalité positive, bienveillante, et cetera. Mais enfin, moi, je sais que je suis née, toute fin des années 70, tu vois, 80, les parents n'étaient pas du tout là-dedans. Donner la fessée, ça leur semble entre guillemets normal. Alors après, il y avait des parents qui donnaient plus souvent la fessée que d'autres, et cetera. Mais du coup, Mmh. est-ce que ce type de violence éducative ordinaire entre aussi dans le processus de faire son deuil du... Enfin, est-ce que c'est pris aussi en compte dans le deuil du parent Heu, idéal ou... alors le truc, c'est que, dans le cadre de la maltraitance, on y met que Mmh. ce qu'on considère soi comme avoir été maltraitant. Pour t'expliquer de manière vraiment très spécifique la dynamique, c'est-à-dire que je peux avoir l'intention de maltraiter quelqu'un sans que la personne s'en rende absolument compte et ne souffre du tout. Et il y a quelqu'un qui peut être complètement inconnu dans ma vie et venir me parler et me dire quelque chose qui n'était pas du tout censé être maltraitant et je peux me sentir incroyablement maltraitée. Donc, la maltraitance, c'est pas un cadre, super défini dans lequel on met des trucs, qui sont, clairs, tu vois? Ça peut être un truc un peu flou et ça peut surtout être la perception qu'on en a. Donc il y a des trucs qui sont évidemment très clairs. Tout ce qui est interdit par la loi, par exemple, c'est des maltraitances. Donc la gifle et la fessée, depuis juillet 2019, c'est interdit par la loi, c'est considéré comme des violences éducatives ordinaires et c'est voilà, c'est non, tout comme les cris, les humiliations et les punitions. Tout ça, c'est interdit par la loi anti-fessée, c'est comme ça qu'elle s'appelle, depuis juillet 2019. Donc on rigole plus du tout avec ça et c'est plus oh là là, mais t'en as pris une et t'es pas mort. C'est interdit par la loi. On sait que c'est extrêmement dangereux pour le développement neurologique de l'enfant, donc on ne le fait plus. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. C'est pas peut-être maltraitant, c'est pas il y en a qui ont très bien survécu, c'est interdit par la loi. Donc voilà, il y a pas de débat là-dessus. Mais par contre, il y a des choses que nous, on a considérées comme des humiliations et que nos parents ne sont pas rendus compte que c'en était et qu'il faut traiter aujourd'hui en étant adulte. Et ça, c'est un cadre qu'il faut vraiment traiter avec énormément de pincettes. Et donc, cela, évidemment, va mettre en lumière plein de choses, évidemment, et on va parler plein de choses, et ça va éclairer plein de questions, et on va répondre à plein de trucs. Mais par contre, chaque perception de la maltraitance est différente et correspond à un humain différent. Et c'est pour ça qu'il faut être pris en charge et c'est pour ça qu'il faut demander à un professionnel parce que on ne pourra pas répondre à des questions de manière spécifique. On pourra peut-être faire des bêtises si jamais on le fait. Enfin, il faut vraiment avoir une analyse de toute la Mmh. situation, des comportements des protagonistes de l'histoire. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Donc, d'une part, il y a des choses qui sont extrêmement spécifiques et qui sont interdites par la loi. D'autre part, il y a des choses qui sont du ressenti et qui font partie d'une réalité de chacun. Et il y a des trucs qui doivent être pris en charge par un professionnel. Il n'y a pas d'autre moyen. Voilà. D'accord, OK. Bah, c'est très clair en tout cas pour ça, merci. Hem, du coup, ah oui, une des questions aussi que je me posais à propos du deuil du parent idéal, comment on peut savoir enfin, comment par exemple, moi je peux savoir si j'ai besoin de faire mon deuil du parent idéal? C'est quoi les Mmh. symptômes?
Hem, ce que j'ai, comment dire? Ce que j'ai pu constater avec les clients que j'avais, c'est que, il y en a beaucoup qui s'accrochent. En fait, c'est comme dans une relation amoureuse. C'est très perturbant de dire ça de ses parents, mais c'est comme chacune des relations, en fait, qu'on a dans notre vie. On peut très bien rompre avec quelqu'un et souvent on le fait en ayant toujours des sentiments, tu vois? Et on peut aimer très fort ses parents, les aimer avec une intensité incroyable, les aimer de manière inconditionnelle et que le moindre petit mot de leur part nous fasse souffrir. Mmh. Et je pense que l'un des symptômes les plus, parlants que le deuil du parent idéal doit être fait, c'est: «Mais pourquoi est-ce qu'ils me font ça? Pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi est-ce qu'ils me font ça? Et pourtant je les aime, mais je souffre et je culpabilise de souffrir et du coup, j'arrive pas à comprendre pourquoi tout ce qu'ils me font, je n'arrive pas à l'aimer». Et au bout d'un moment, c'est là qu'il faut réaliser que, bah, ces punitions, ces, restrictions, ce manque d'amour, tout ça part d'une extrêmement bonne intention de bien t'éduquer, effectivement, mais que ça n'est pas la bonne éducation pour toi et qu'il faut aussi se rendre compte que tes parents, ils ont fait des erreurs et que tout ça, ça fait partie des erreurs qu'ils ont fait dans, bah, l'éducation qu'ils t'ont donnée. Donc, heu vraiment le truc le plus, voilà, le plus parlant pour moi que le deuil doit être fait, c'est que, heu, tu souffres et que, tu te demandes pourquoi tu souffres et en plus, tu te demandes pourquoi est-ce que ce que tes parents te font, il y a plein de gens qui le supportent très bien, mais que toi non. Et du Mmh. coup, c'est vraiment un truc, voilà, pourquoi est-ce que tu souffres? Dans quelles conditions? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et cetera et cetera. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut être pris en charge par quelqu'un parce que c'est toute une analyse de la situation et que c'est une mécanique qui est assez complexe et qu'on peut pas, enfin, il y a plein de clés, qui ne peuvent être données que quand on voit la situation et quand on a un exemple concret. D'accord, OK. Ah, c'est peut-être pour ça, du coup, que je trouvais très peu d'articles à ce sujet-là, sur internet? Oui, je pense aussi, ouais, parce que, c'est une étape qui est censée être lenta et qui est censée pas poser de problème, en fait, quand on se rend compte que nos parents sont des êtres humains normaux. Bon, voilà, tu t'en rends compte et tu te dis: «Bon, bah, voilà, ils sont comme moi, donc ils peuvent faire des erreurs et du coup, je vais devenir autonome et chercher mes propres réponses à mes questions et c'est pas très grave», tu vois? Mmh. Au bout d'un moment, tu te dis ça, mais quand tu as des parents, qui ont des comportements toxiques, c'est difficile, en fait, parce que, l'emprise est telle que, d'une part, tu sais qu'il y a des mensonges et des manipulations et d'autre part, mais si eux, ils me manipulent, ça veut dire que tout le monde le fait peut-être, tu vois? Enfin, si c'est la 1re relation que tu as eue avec un être humain, c'est de la manipulation, comment faire confiance, au reste du monde pour trouver l'information que je cherche? Il y a aussi des fois où tout est absolument normalisé, c'est-à-dire que, bah, je me fais maltraiter, du coup, c'est Mmh. pour mon bien, du coup, je vais aller chercher d'autre part la maltraitance chez quelqu'un d'autre, comme ça, je vais normaliser encore plus le comportement et ça va être génial. Bah, le nombre de commentaires sous mes TikTok qui disent, heu, il y avait même une femme qui avait marqué: «Moi, j'ai 30 ans, je me suis fait frapper dans mon enfance et je remercierai jamais assez mon père de m'avoir frappée, parce que, aujourd'hui je suis bien éduquée et ça m'a appris des valeurs». Mon Dieu, mais quelle valeur, waouh! Enfin, c'est interdit par la loi de frapper des gens, enfin et encore Mmh. plus des enfants, donc non. Donc il y a une espèce de normalisation qui se fait, donc si tu s encore une fois, si tu fais pas ton deuil, si tu vas pas à l'encontre de l'idée préconçue que tu t'es fait, que tes parents sont forcément des parents aimants, ce qui ce qui est peut-être le cas, hein. Moi, j'ai des parents qui sont extrêmement aimants, sauf que la seule manière d'exprimer leur amour, c'est de le faire avec de la violence et des coups, ce qui n'est pas idéal pour le développement des émotions et de ma personne. Donc, à partir du moment où tu fais le deuil de ça et que tu te dis que, bah, ce comportement-là est peut-être un peu toxique pour toi, c'est là que tu te rends compte que, bah, il y a des choses à aller chercher ailleurs et que, bah, tu as le droit d'avoir tes propres émotions, tu as le droit d'être triste parce qu'on te traite comme ça et tu as le droit aussi,
d'être toi-même, d'avoir ta propre identité. Et ça aussi, c'est extrêmement important quand on a envie de faire le deuil du parent idéal. Mmh. Oui, de ouais. Ah, si je comprends bien, en fait, ce que tu dis par rapport à avoir sa propre identité, c'est aussi de s'accepter tel que l'on est et de plus Exactement, vivre à oui. travers le regard des autres, ça aide pour faire son deuil du parent idéal? Ouais, alors il y a ce que je trouve qui est le problème le plus récurrent quand on n'a pas fait le deuil aussi, c'est bah, la dépendance affective. Mmh. Ça, c'est très très fort parce que vu que euh, bon, il y a plusieurs types d'attachements quand, quand, un enfant se développe avec ses parents. Euh, Généralement, quand un enfant est privé d'affection, qu'il est victime de négligence en fait, parce que c'est ça, hein, quand un enfant n'est pas aimé, il est victime de négligence, euh, il est en recherche après, plus tard, d'énormément d'émotions. Donc il est en manque d'amour, d'émotions, de n'importe quelle émotion en fait. C'est un enfant qui cherche ce genre de choses. Et du coup, ça crée cette dépendance affective où bah, non seulement les personnes qui étaient censées lui donner le plus d'amour ne lui ont pas donné, mais en plus, il va aller chercher de l'amour chez les gens qui ressemblent à ses parents et du coup qui vont le négliger encore plus. Donc c'est une espèce de spirale absolument infernale où bah, plus on cherche de l'amour, moins on en a et moins on en a, plus on en cherche et c'est terrible quoi. Donc ça aussi c'est un des symptômes les plus dévastateurs du fait que le deuil de parents idéal n'ait pas été fait, c'est la dépendance affective, quoi. Et ça, c'est très prégnant chez les enfants qui ont été vraiment négligés. C'est que ils sont en recherche totale d'amour, quoi. Mmh. Ah, c'est intéressant. Hem, oui, du coup, ça me fait un peu penser à différents, témoignages que j'ai pu lire dans mon groupe de personnes effectivement qui étaient là à dire, bah, enfin, eux, en tout cas, la façon dont ils l'ont vécu, c'était de dire que leurs parents, alors parfois ils parlaient plus du père ou plus de la mère, ça dépendait avec qui les relations étaient plus tendues, mais de dire que mon père, ma mère ne m'a jamais aimé ou très peu aimé. Et effectivement, il y avait vraiment cette notion, on ressentait vraiment la notion aussi de négligence. Effectivement, ça c'était assez souvent là. Mmh. Bah Euh, oui, on en parle très peu, mais la négligence, parce que, enfin, il y a plein de facteurs, mais la négligence affective, c'est vecteur de trauma. C'est un truc dont on parle très peu, mais il y a eu des études qui ont été faites vraiment très tôt, mais je crois dans les années 60, enfin un truc comme ça, où dans les orphelinats, il y avait des bébés qui mouraient parce que les gens qui prenaient soin d'eux ne leur donnaient pas d'amour. Et on s'est rendu compte que bah, si tu donnes pas d'amour à un bébé, si tu ne donnes pas d'émotion à un bébé, il va finir par arrêter de se développer et mourir. Donc, c'est une vraie négligence, c'est un vrai vecteur de trauma de ne pas avoir eu assez d'amour. C'est pas un truc genre, c'est pas un truc, oui, il va s'endurcir et après il deviendra meilleur. Non, mmh, pas du tout. Ça fait exactement le contraire sur un enfant. Moins on lui donne d'amour, plus, enfin, moins bien il va se développer. Ça fait des gens qui ont des QI qui sont plus bas que la moyenne. Ça fait des gens qui savent pas gérer leurs émotions. Ça fait beaucoup, enfin, et il y a un phénomène de société qui s'appelle la masculinité toxique, mmh, qui est aussi un des symptômes de ça, de la négligence émotionnelle, qui fait que bah, les hommes qui doivent être plus forts que les autres, qui ne doivent pas pleurer, qui ne doivent pas exprimer leurs émotions, eh ben, ils sont plus prônes à être délinquants, à de la criminalité, et 90% de la population carcérale, c'est des hommes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a aussi ça, en fait. Le fait de négliger les enfants et de conditionner les hommes à ne pas exprimer leurs émotions et à ne pas leur en donner aussi, ni ne pouvoir pleurer, ni leur donner assez d'amour, ça fait des délinquants plus tard, ça fait des gens qui se développent pas bien, ça fait des gens qui sont moins intelligents que la moyenne. Donc, c'est très grave, en fait. Donc, non seulement pas pouvoir faire le deuil, ça te donne plein de symptômes comme la dépendance affective, mais on n'a pas fait le deuil aussi parce qu'on a été négligé et parce que souvent il y a eu maltraitance. Donc c'est plein de choses qui s'entremêlent
Et c'est plein de facteurs qu'il faut vraiment analyser avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de détails. Mmh. Oui, du coup, d'où le fait de devoir être accompagné pour travailler là-dessus, pour, vraiment, Complètement. démêler un peu le plat de spaghettis. Puis effectivement, comme tu dis, c'est plein de choses entremêlées comme ça. On a tous des situations uniques, en fait, et Mmh. d'aller démêler tout ça. C'est intéressant aussi ce que tu disais. C'est vrai que on en parle beaucoup là avec tous les débats à propos du genre et de dire Mmh. qu'un garçon ne le traite pas de la même façon qu'une fille. Et comme tu disais, un garçon, ça doit être fort, ça doit pas pleurer, etc., etc. Euh, Après, même sans aller forcément dans les maltraitances ou négligences, c'est vrai que les hommes ont ça en plus des femmes. De toute façon, à gérer ça Exactement. en plus, et Mais du coup, c'est un vrai débat, c'est un vrai débat qui fait partie du féminisme, qui fait partie de, l'égalité des sexes et des genres aujourd'hui. C'est, d'arrêter de traiter la femme comme si elle était inférieure à l'homme, mais aussi d'arrêter de traiter l'homme comme s'il était supérieur à la femme. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on pense les hommes plus forts, même plus forts physiquement. On est en train de se rendre compte, par exemple, moi je suis de très près le monde de l'haltérophilie parce que j'en fais moi-même. Et on est en train de se rendre compte que, alors que ça fait des années que les hommes ont atteint leur potentiel physique et qu'ils ont atteint leur maximum de poids à soulever, les femmes, tous les ans, battent un nouveau record. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas encore jusqu'où les femmes peuvent aller dans la force physique. Donc, alors qu'on pense que les femmes, même, sont plus faibles physiquement que les hommes, on est en train de se rendre compte que ce n'est pas vrai. On est en train de se rendre compte que même là, on est en train de se tromper. Et c'est fou en fait, c'est fou parce qu'on conditionne même jusqu'aux enfants à être dans ce truc-là. Il y a même une étude, celle-là, elle m'avait beaucoup marquée parce qu'en psychologie sociale, on en fait beaucoup. J'ai fait des études de psycho et ça m'avait marqué. En France, par exemple, le niveau des petites filles en mathématiques, il est plus faible que celui des petits garçons. Mais si tu vas à Singapour, c'est le contraire. Ce qui prouve vraiment que c'est un construit social, en fait. C'est un construit social. Et c'est pareil pour les émotions. On conditionne les petits garçons à ne pas exprimer leurs émotions et les petites filles à les exprimer. Et du coup, plus tard, ce qui est fou, c'est qu'on dit aux femmes qu'elles sont hystériques alors qu'elles expriment leurs émotions, alors que, bah, parce qu'ils n'expriment pas leurs émotions, les petits garçons deviennent plus tard des adultes violents et qui vont jusqu'à la criminalité. Donc, c'est prégnant en fait. C'est vraiment un problème de société et c'est vraiment un truc qu'il faut régler en fait. Il faut régler ça. Il faut apprendre aux enfants à gérer leurs émotions, quel que soit leur genre. Et il faut apprendre en tant qu'adulte aussi à détruire les barrières de la gestion des émotions parce que c'est un vrai problème et c'est un vrai problème de santé mentale et c'est un vrai truc et ça peut faire de gros dégâts non seulement sur notre propre santé mentale mais aussi sur celle de nos enfants. Donc il faut faire attention à tout ça. Voilà, j'ai fait mon discours féministe, c'est sorti, c'est bon. non, mais comme tu évoquais ça, je me suis dit effectivement, ça, enfin, je suis aussi féministe. C'est vrai que j'en C'est parle pas bon. forcément beaucoup, mais j'écoute beaucoup tous ces discours à propos de genre, etc. Donc je voulais aussi effectivement en parler parce que ça peut aider à, comment dire, à mieux comprendre aussi. Parce que du coup, ma question aussi derrière ça, c'était de se dire, mais est-ce que peut-être que les hommes sont peut-être plus concernés que les femmes encore à faire le deuil du parent idéal. Mais je sais pas si toi, tu as pu remarquer quelque chose ou pas à ce Euh, niveau. j'ai pas remarqué de différence de genre. Euh, Enfin, tu as dû le remarquer dans tes clients de toute façon. On est plus prône à recevoir des femmes qu'à recevoir des hommes parce que c'est un vrai aveu de faiblesse dans notre société d'aujourd'hui pour un homme que d'aller voir un thérapeute. Mm. Parce que ça veut dire, je suis faible, je dois exprimer mes émotions, je dois pleurer devant quelqu'un, je dois admettre que j'ai eu tort. C'est un aveu de faiblesse. Et si je ne suis pas fort, je suis moins un homme. Et Mm. c'est faux, évidemment. L'expression genre ne passe pas par l'expression des émotions. C'est absolument faux. Du coup, ma réponse, elle va forcément être biaisée parce que je ne peux pas te dire
les hommes sont plus concernés puisque je vois presque, dans mes clients, j'ai que des hommes, j'ai qu'un homme. Je crois que j'ai qu'un homme finalement. Donc c'est assez compliqué. Euh, donc ouais, non, c'est compliqué de Ouais, te je vois. répondre. Et je pense même ouais, que c'est pareil pour toi en fait, non? Oui, exactement. C'est tout à fait pareil pour moi. Par exemple, alors parmi mes clients, j'ai encore eu aucun homme pour le moment. Et après, dans ma communauté, dans les gens qui me suivent sur les réseaux ou dans mon groupe, j'ai peut-être 15 à 20% d'hommes seulement. Ouais, voilà, souvent la même Pour pas chose. dire 10 à 15%, je sais pas exactement, j'ai pas compté, mais quoique là sur mon groupe, s'il y a un peu plus d'hommes qui arrivent, ça dépend. Des fois, j'ai des vagues d'hommes qui arrivent Mm, et oui, ça fait plaisir quoi, de les voir arriver, bien sûr, complètement. et de se dire, ah, ça, ça y est, ça avance un petit peu. Euh, Après, j'ai cette chance justement d'être sur TikTok. Donc, j'ai la génération Z qui arrive. mhm, Et aussi sur TikTok, c'est une vraie niche de communauté LGBTQIA+. mm, Et du coup, dedans, bah, j'ai des hommes trans. Donc, euh, donc, c'est des hommes qui expriment leurs émotions et qui ont été conditionnés petits à exprimer leurs émotions. J'ai des hommes gays. Et les hommes gays aussi sont conditionnés à exprimer plus leurs émotions que les hommes cisgenres hétérosexuels, qui eux, non, si tu pleures, tu es une femme, et c'est pas bien d'être une femme dans notre société, donc absolument pas. Donc voilà. Donc j'ai aussi cette chance-là, donc je pense qu'on va aussi tendre un peu vers le fait d'avoir un peu plus d'hommes, justement grâce à cette communauté-là, qui est une communauté absolument formidable. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué d'aller toucher les hommes en leur disant il va falloir que tu exprimes tes émotions maintenant parce que c'est ça qui est en train de te détruire. C'est difficile, quoi. oui, oui, je me suis retrouvée parfois face à des hommes qui n'arrivaient pas à comprendre ça, en fait. Mais Mmh, bon, après, c'est pas grave. Il y en a heureusement qui le comprennent et ça leur vient assez naturellement et tant mieux pour eux. bien Euh, sûr. mais ceci étant, même pour les femmes, enfin, j'ai envie de dire, moi qui suis une femme, je sais que enfin, c'est assez récent, moi, dans mon parcours, d'avoir appris, enfin, c'est grâce à la communication non violente que j'ai commencé un peu enfin, petit à petit, à me déconditionner de tout ça aussi. Parce que de Mmh, par mon vécu et mon expérience, les émotions, je les mettais beaucoup de côté. C'était. Oui, enfin, on a vécu avec ma famille, ma mère, mes sœurs, on a vécu des moments difficiles, et notamment aussi moi dans ma vraiment petite enfance, quand j'avais 3 ans, 4 ans, il y a eu des épisodes de vie comme ça, enfin des accidents de la vie, quoi, qui ont été très difficiles à gérer pour nous. Et du coup, peut-être que les émotions n'ont pas pu être accueillies comme je l'aurais aimé étant petite. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai pris un peu j'étais vraiment en soi fort, quoi. Moi, enfin, tu mmh, sais, comme on aime bien parler de féminin, de masculin, j'avais un masculin très fort à une époque, et ce masculin très fort faisait que j'exprimais très peu mes émotions. Et ça a mmh, vraiment été un entraînement pour moi petit à petit d'apprendre à pleurer. Je détestais pleurer. Pleurer en public, c'était le pire de tout. Enfin, maintenant, ça me gêne de moins en moins. Enfin, mais enfin, je sais que même pour les femmes, moi, je trouve qu'on est aussi dans une société de toute façon où les émotions, si tu peux mettre un mouchoir dessus, ça arrange quand même un peu tout le monde, quoi. complètement, ouais. Pas être prise pour une hystérique, pas, ouais, ce genre de choses. Et moi aussi, j'ai eu ce problème-là, hein, parce que comme j'ai été très traumatisée, hein, il y a pas d'autre mot. Comme j'ai été très traumatisée, j'ai vécu un épisode dans ma vie qui s'appelle la dissociation. C'est-à-dire que je vivais en dehors, comme si j'étais en dehors de mon corps et que j'étais actrice, non, que j'étais spectatrice de ma vie. Et du coup, je ne ressentais aucune émotion. Donc ça a été très dur et du coup, j'ai dû gérer mes émotions plus tard parce que à chaque fois que je vivais des émotions, c'était qu'il fallait être forte, que vivre ce genre d'émotions, c'était pas bien, qu'il fallait être dans l'action, etc., etc. Et aussi, le pire quand on a eu des parents maltraitants, c'est qu'à chaque fois qu'on montre ses émotions à nos parents, c'est soit négligé, soit écouté un temps, puis repris, manipulé et retourné contre toi. Donc ça, c'est vraiment très difficile. Et je reçois beaucoup de gens qui, aujourd'hui, essayent de gérer leurs émotions parce qu'elles sortent enfin
Et elles sortent pourquoi? Parce qu'ils sont enfin en sécurité et qu'ils ont dû réprimer leurs émotions jusqu'à ce qu'ils puissent se sentir, se montrer vulnérables. Et ça, c'est hyper important. Si jamais il y a des gens qui nous regardent et qui sont en train de se rendre compte que aujourd'hui, il y a plein d'émotions qui sont en train de ressortir et qui ne savent pas pourquoi. Parce que jusque-là, ils n'étaient pas embêtés par leurs émotions. Et là, tout de suite, ils pleurent beaucoup, ils explosent de colère ou de tristesse ou ce genre de choses. Et souvent, c'est parce qu'on n'a pas été en sécurité pendant hyper longtemps si jamais on exprime nos émotions. Et aujourd'hui, on vit tout seul ou on vit loin de nos parents ou alors on est sorti de cette relation qui était hyper maltraitante et du coup, on peut enfin s'autoriser à exprimer des émotions. Et du coup, ça aussi, c'est hyper important en fait parce que souvent, on ne comprend pas que c'est pas forcément un problème qui vient de nous, c'est aussi un problème qui peut venir de l'environnement. Donc, ça, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour les quelques personnes qui nous ont rejoints en cours, parce que là j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient là, n'hésitez pas à nous poser vos questions à propos du deuil du parent idéal. Et là, ce qu'on était en train de se dire avec Tévi, c'est que on va dire enfin, quelques étapes ou clés qui entrent en compte pour faire le deuil du parent idéal, c'est aussi d'apprendre à s'accepter, euh, à se libérer du regard des autres, à sortir de la dépendance affective. Et une des clés, c'est bien sûr de gérer, enfin pas gérer ses émotions, mais en tout cas d'accueillir ses émotions, de les écouter, etc. Parce que ça, c'est quand on ne sait pas le faire ou quand on ne s'autorise pas à le faire, c'est vraiment un frein justement pour apprendre à s'aimer, à s'accepter soi, pour pouvoir sortir aussi de la dépendance affective, etc. Et ainsi, enfin, si on arrive à faire tout ça, ça nous aide vraiment à faire le deuil du parent idéal, à accepter que nos parents ne nous ont pas aimés comme on l'aurait souhaité, qu'ils ont peut-être été maltraitants aussi, etc. Et c'est un peu tout le but du deuil du parent idéal. Du coup, tu parlais Carrément. de... Oui. Et d'ailleurs, tu as utilisé un mot qui est génial, accueillir ses émotions. Et c'est une problématique que j'ai eu à gérer la semaine dernière chez presque tous mes clients. C'est peut-être moi qui les cherchais. Non, j'en sais rien. Bon, bref. J'ai eu à le gérer, en tout cas. Et parce qu'en fait, il y a une espèce de... Mark Manson, il appelle ça la spirale de l'enfer. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que à un moment, tu arrives dans une situation où tu ressens une émotion négative. Par exemple, j'avais une cliente, un de ses vieux soucis, c'était que son copain, il avait fait une blague sur son apparence physique. Et elle avait, sur le coup, elle avait blagué aussi, en fait. Elle était allée dans l'humour avec lui. Et puis plus tard, elle y a repensé. Et elle s'est dit, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dénigrée. Et en plus, je l'ai laissé me dénigrer. Et maintenant, j'y repense. Et du coup, je culpabilise d'une part de me sentir comme ça. Parce que si on a blagué ensemble, c'est que c'était pas grave. Mais je culpabilise aussi de culpabiliser. Et du coup, je culpabilise encore plus de culpabiliser. Et là, c'est la spirale de l'enfer. Là, c'est la spirale de je devrais pas me sentir comme ça. Mais du coup, si je devrais me sentir comme ça, mais en fait, et là, c'est fini. Là c'est fini. À partir du moment où on essaye de rationaliser l'émotion, c'est fini. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse, c'est crise d'angoisse, crise de panique, c'est tout. Donc, accueillir les émotions, arrêter de les rationaliser, c'est hyper important. Hyper important. Ouais, c'est marrant ce que tu dis là parce que j'ai fait, c'était vendredi dernier, j'ai fait un live sur Insta impromptu parce que que j'ai intitulé Autorise-toi à penser de la merde. C'est exactement ça. Et, et en fait, moi, avant, j'avais pas ce problème-là, mais c'est un problème qui s'est développé, enfin, qui s'est créé en faisant du dev perso. Ouais. Parce que je me suis Ouais. créé un ego spirituel qui juge mon ancien ego. Donc j'avais, enfin mon ancien ego, ou cette autre part de l'ego, on va dire. Il y a une part de mon ego qui juge tout le reste, et cette grosse part qu'on a tous et qui, de toute façon, on est éduqué comme ça dans notre société, qui est si je souffre, c'est de la faute de l'autre. Et quand on travaille en dev perso, et notamment aussi en communication non violente, qu'est-ce que j'ai appris? C'est que j'étais responsable de mes émotions et de mes besoins. Jamais impliquer l'autre. Je suis responsable.
Bon, après, dans les relations, on est tous, l'autre aussi est impliqué quand même, quoi. Bien Et sûr. parce que je racontais un truc que j'ai vécu il y a pas longtemps où j'étais en colère contre des amis parce qu'ils ont fait un truc et je le prends personnellement et j'étais triste et j'étais en colère. La tristesse, ça va, j'arrive à peu près à l'accueillir maintenant, mais la colère, pendant longtemps, pour moi, c'était une émotion interdite. Donc, j'ai beaucoup de mal à accueillir ça. Et il y avait cette part qui, malgré tout, avait besoin d'être entendue et qui insultait mes amis, tu vois. Enfin, temporairement, je les détestais pas pour toujours, tu vois. Mais là, vraiment, ils m'ont fait chier, quoi. Il n'y avait pas d'autre terme. Et, et puis, il y avait cette part qui me disait, non, mais Nathalie, tu peux pas accuser les autres genre, ils te font souffrir. Non, c'est toi, tu gères pas. Ouais. Et il y avait cette voix qui emmerdait l'autre, et l'autre, elle se taisait, mais ça me bouffait de l'énergie, quoi. Et à un moment, j'ai dit à cette part-là, mais écoute, tu vas juste à la fermer 10 minutes. Et du coup, j'avais besoin de penser de la merde, surtout pour accueillir la colère, en fait. Ouais. Et bon, c'est pas pour autant que j'ai appelé mes amis pour les insulter, non, mais j'ai bien vidé dans un cahier. Ceci étant, je me suis dit, tiens, la deuxième étape, ce serait quand même de leur dire 2-3 mots pour parler aussi d'affirmation de soi, parce qu'ils ont quand même fait des choses qui me concernaient, et à un moment leur dire, bah, écoute, c'est pas tout à fait OK la façon dont ça s'est passé, mais ce genre de choses. Mais ça, je verrai ça un peu plus tard. Mais ouais, oui, il y a ce truc chiant quand on fait du dev perso, c'est que c'est complètement paradoxal, c'est de se dire d'un côté, j'ai fait des stages pour apprendre à accueillir mes émotions, et de l'autre, quand il y a la colère qui est là, il y a ce truc qui a tout appris en stage, qui n'existait pas avant, qui existe grâce au stage, et qui fait chier notre part, quoi. Putain, je vais m'arracher les cheveux. Et oui, mais en dev perso, il y a beaucoup de alors que, en thérapie, par exemple, en psycho, on apprend beaucoup à, accueillir toutes les émotions et même les émotions négatives. Mmh. Et même s'il y a beaucoup de ratés en psychologie, il faut leur accorder ça. Il faut leur accorder le fait qu'on accueille aussi les émotions négatives. Et on sait que chaque émotion a une utilité et que chaque émotion est légitime. Elle a une utilité et elle a le droit d'être là. Donc, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste. Et si tu as insulté tes amis à l'intérieur, mais très bien. Moi, j'adore être méchante à l'intérieur. Tout va bien. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Donc voilà. Mais par contre, en dev perso, on apprend souvent que c'est fake it till you make it. Mmh. Donc, si tu es triste aujourd'hui, fais semblant de ne pas être triste et au bout d'un moment, tu seras heureux. Sauf que, bah, une émotion, ça reste à l'intérieur. Et si ça reste à l'intérieur et que c'est pas exprimé, ça se transforme. Mmh. Et ça se transforme pas en truc joli, joli quand c'est une émotion négative. Donc, il y a un juste milieu entre être absolument triste et en colère contre tout le monde et se forcer à être tout le temps heureux jusqu'à ce qu'on le soit vraiment. Il y a un juste milieu. Et ce juste milieu, c'est d'accepter que parfois, bah, on va pas bien. Parfois, bah, il y a des femmes et il y a des hommes, il y a des hommes trans aussi qui vivent la magnifique période du syndrome prémenstruel avant les règles, qui est une période d'émotions négatives exacerbées. Et vraiment, c'est moi le moment où il faut vraiment pas venir me faire chier. Et j'assume à 100% ça. J'assume à 100%. Mais si je me force à être une personne absolument formidable à ce moment-là, il y a des gens qui vont mourir plus tard. C'est sûr, je pourrais plus contrôler ma colère à la fin. Donc, au bout d'un moment, tu vois, on reparle de criminalité. Au bout d'un moment, il faut aussi accueillir les émotions négatives et c'est utile. C'est utile. C'est Oui. utile à ce qu'on se sente bien dans notre peau et que notre santé mentale, elle soit bonne. Mmh. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais effectivement, du coup, ça me faisait penser à ça, ce que tu disais juste avant. C'était drôle. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça retombe avec le truc que j'ai partagé. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, là, j'ai pas d'autres questions qui me viennent par rapport au deuil du parent idéal. Là, il est Mhm. bientôt 19h. Est-ce que toi, il y a une chose importante que tu aurais aimé dire à propos du deuil du parent idéal et que tu n'as pas eu l'occasion de dire pendant ce live? Euh, j'avais un truc qui vient évidemment de m'échapper. Euh, je dis souvent que si on l'accepte pas pour les autres, pourquoi est-ce qu'on l'accepte pour soi? Et je pense que c'est aussi vrai pour le deuil du parent idéal. Euh, si nos parents nous ont fait vivre quelque chose pour notre bien,
il faut vraiment imaginer qu'on est un enfant ou qu'on a un enfant sous la main qui est à côté de nous et qu'on aime beaucoup. Et est-ce que nous, on ferait vivre à cet enfant ce que nous, on a vécu? Mmh. Et je trouve que c'est assez révélateur de, de la manière dont on doit considérer les comportements de nos parents à ce moment-là. C'est-à-dire que effectivement, ils l'ont fait en vraiment en pensant bien faire, mais ils n'ont pas bien fait. Donc, il faut aussi accepter ça et accepter que si on ne le souhaite à personne, eh ben, il ne faut pas le souhaiter pour soi non plus et il faut être gentil avec soi et il faut arrêter de laisser, parce qu'ils sont nos parents ou parce qu'ils sont nos proches, les gens dépasser nos limites parce que c'est pas une bonne chose. L'affirmation de soi, encore une fois, c'est quelque chose de très bien et comment dire? C'est, oh, c'est quoi le mot? Impératif de s'affirmer et de savoir qu'il y a des choses qu'on ne veut plus accepter dans nos vies Mmh. et faire le deuil de ça, c'est se libérer de plein de choses. Donc encore une fois, de la dépendance affective, de, la tristesse, de plein de traumas. Donc faut vraiment, explorer ça, quoi. Mmh. Il y a une question qui est arrivée pendant que tu nous disais le mot de la fin, on va dire. Il y a Oui. Wolf qui demande: «Est-ce qu'il est nécessaire aussi de faire le deuil de l'enfant idéal qu'on aurait dû être? Ce travail va-t-il de pair avec, Mmh. Oui, généralement comment dire? Pour faire le deuil du parent idéal, on travaille sur, une technique de développement personnel qui s'appelle le dialogue de l'enfant intérieur Mmh. et du coup, l'enfant intérieur, c'est l'enfant qu'on était et qui a vécu tous les traumas qu'il a vécu et qui a besoin désespérément qu'on s'occupe de lui et qui a besoin d'amour et qui est en manque d'émotions et il a été négligé et du coup, plutôt que de laisser cet enfant dans nos souvenirs et dans notre passé en se disant: «Bon, bah, voilà, on peut plus revenir dessus», bah, justement, on personnifie ça et on y retourne et on dialogue avec lui et en tant qu'adultes qui sommes responsables et qui pouvons tout à fait nous occuper d'enfants et ben, on s'occupe de cet enfant-là aussi et du coup, voilà, non seulement, on s'occupe de, cet enfant qui est loin d'être idéal, mais aussi, on fait la paix avec, l'enfant idéal qu'on pensait devoir être pour, nos parents. Je pense que c'est plus ça qu'on fait, plus que, se libérer de l'image de l'enfant qu'on devait être. Parce que, il y a un truc que je dis souvent en coaching et que je dis souvent aussi en live, c'est que, il y a plein de gens qui me disent, «Mais personne n'est parfait» Mmh. et je réponds, «Ou alors tout le monde est parfait» Mmh. et du coup, s'il y a pas d'enfant idéal et il y a que des enfants idéaux, du coup. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que peut-être que, l'image de l'enfant que tu étais, l'enfant que tu étais ne correspond pas à l'image que tu as voulu, mais peut-être que l'enfant que tu étais était déjà absolument idéal et absolument parfait. Donc ça aussi, faut s'imprégner de ça. On est tous absolument parfaits, pour moi. Après, chacun gère comme il veut, hein, mais pour moi, c'est comme ça. Oui, j'aime bien aussi cette notion-là de. Après, ça rejoint aussi un courant, enfin, de pensée, je ne sais pas exactement ça, de se dire que tout est parfait. Parfois, on vit des épreuves, on se dit Mmh. c'est terrible et tout, et après coup, on voit que finalement, en fait, ça nous a rendu service, ou ça peut nous rendre service plus tard, ou Mmh. ça nous a permis de grandir, d'évoluer, etc. Donc, oui, puis effectivement, de dire que tout est parfait, de s'aimer soi tel qu'on est. Enfin, moi, je pense notamment à aimer son corps tel qu'il est, et pas de se dire, Mmh. je sais pas, je suis grosse, ou tout un tas de conneries qu'on peut se raconter. Et bien sûr, les Photoshop n'a pas aidé là-dessus, Ah grave et et les les médias magazines et les pubs non et plus. Mais après, ça rejoint tout ça. Mais c'est effectivement, c'est ça aussi. Puis c'est aussi, oui, dire tout est parfait, c'est s'aimer soi et aimer les autres tel qu'on est, quoi, avec exactement. nos qualités, nos défauts entre guillemets, et cetera, nos bons moments comme les mauvais, Ouais. et de s'autoriser ça aussi quand on se l'autorise. Enfin, pour ma part, quand j'arrive à m'autoriser
à pas être cette personne géniale en permanence, je l'accepte plus facilement des autres aussi, tu vois? Elle me dira, je sais Mmh. pas, peut-être qu'il t'est crevé ou que sais-je et c'est OK aussi. On a le droit d'être fatigué ou je ne sais quoi et puis de pas être, en forme et voilà quoi et c'est parfait comme ça, quoi. Complètement. Tout C'est est c'est juste. vraiment l'expression de l'amour inconditionnel, quoi. Mmh. Ouais, ouais, de se dire que tout est juste, tout est parfait. Mmh. C'est un grand apprentissage, un entraînement de vie pour moi. Oui. Mais pour tout le monde, hein. Oui, je pense aussi. Après, il y en a qui font pas forcément, ce travail-là ou n'ont pas cette intention-là, mais chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Voilà, Ils sont parfaits aussi. voilà. Donc Wolf nous remercie pour la réponse. Avec grand Heu, plaisir. Bah, écoute, on va conclure. Est-ce que pour conclure, tu veux présenter un peu, l'accompagnement que tu fais en ce moment? Oui, alors, il y a un vieux programme qui qui marche bien en ce moment. J'avais mis un programme en ligne qui s'appelle le programme Limite, Mmh mh. qui est spécifiquement fait pour, imposer, pas du tout imposer, non, pour, poser ses limites avec, ses parents, surtout quand on a des parents extrêmement anxieux ou qu'on a des parents avec un comportement toxique, le genre de parent qui t'appelle 20 fois par jour, par exemple, alors que tu lui as dit spécifiquement d'arrêter de faire ça. Voilà, donc j'ai créé un programme en ligne pour, en 4 étapes, il me semble, réussir à poser ses limites avec ses parents. Mmh. C'est assez utile, je pense, et ça pose aussi les bases de la communication non violente, donc c'est plutôt un programme pas mal. Et je fais aussi des accompagnements en one to one, donc en tête-à-tête, des accompagnements en ligne. Ah non, tiens, je fais en présentiel si jamais vous êtes en Corse, hein, c'est possible maintenant. Donc voilà, et c'est des accompagnements sur, 3 à 6 mois et je m'adapte à la situation financière de chacun, donc pour le prix, on en discute après au téléphone. Voilà. OK. Et moi, de mon côté, j'accompagne, les personnes qui ont besoin enfin, qui ont des difficultés à s'affirmer et prendre leur place dans leurs relations, surtout les relations personnelles, on va dire. Et moi, j'ai un accompagnement sur 3 mois, pour vous aider à apprendre à dire non, à poser vos limites. Je travaille aussi beaucoup sur l'émotionnel, puisque nos émotions nous parlent de nous et nous permettent de Mmh. passer à l'action, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Tévi. Donc voilà, on travaille sur tout ça et l'idée, c'est vraiment de se sentir légitime à dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent à notre entourage. Et c'est comme ça en fait qu'on s'affirme et qu'on prend sa place. Et il y a aussi le fait de toujours faire passer les autres avant soi. On travaille vraiment sur tout ça à la fois. Donc voilà, voilà. Et j'offre en ce moment des appels clarté pour faire le point sur votre situation actuelle dans vos relations personnelles. Donc si cet appel vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en MP. Voilà. Yes. Et ben, à bientôt. Moi, je vous retrouve lundi prochain pour un live toujours sur le groupe des enfants non désirés. Et puis, ah oui, là, ce sera juste sur le groupe, ce live-là. Donc, rejoignez le groupe aussi. À bientôt. Bye bye. Salut!